Henri Peters, La force d'un destin, un livre publié aux éditions Cyril Darrigade et Associés, CD et Associés, dont nous avons le plaisir ici à RCF de recevoir l'auteur, Cyril Darrigade. Bonjour Cyril. Bonjour. Henri Peters, c'est votre arrière-grand-père, Cyril. Des grands-parents, des arrière-grands-parents, nous en avons plusieurs. Alors pourquoi cet homme ? D'abord, c'est parti de façon assez originale à partir d'une boîte d'archives familiale. Pourquoi le choix d'Henri Peters ? C'est parce que c'était une figure héroïque de la famille. Il a un parcours peu banal pour une personne de son âge. Il est né en 1900, décédé en 1954. Il était ingénieur des travaux publics et surtout pour la période qui nous intéresse, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, engagé dans ce conflit dans l'armée belge, puis résistant durant la Seconde en France. Peters, si je prononce bien, je vais essayer. Le nom de votre arrière-grand-père maternel, lui, il sonne pas très bourbonnais justement. Alors expliquez-nous d'où vient cette famille. Alors la famille est établie en Belgique depuis plusieurs siècles. Elle est arrivée en France par un concours de circonstances un peu malheureux puisque c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La Belgique est envahie et Henri Peters donc s'engage en tant qu'engagé volontaire donc dans ce conflit-là. Et la formation des troupes militaires belges se fait à Auvour dans la Sarthe, qui fait qu'il a un premier contact avec la France et il en aura un second dès la fin de sa mobilisation après 1918, aux alentours des années 20, où il va commencer sa carrière professionnelle en France et sur la fin de sa vie venir s'installer en Bourbonnais. C'est comme ça que l'histoire des générations suivantes a commencé. Voilà, on va détailler un petit peu donc ce parcours. On va commencer par le commencement, sa naissance en 1900. Alors dans quel contexte familial évolue-t-il ? Quelle éducation reçoit-il ? Alors il évolue dans un contexte familial qui est, facilitateur, puisque son père est compagnon menuisier, sa mère est mère au foyer, mais aide effectivement aux travaux administratifs, aux tâches administratives de l'entreprise. Le père est également député et conseiller aux Beaux-Arts, donc il évolue dans une famille où, les conditions sont réunies pour recevoir une bonne éducation. Donc il est placé dans un collège puis lycée Saint-Michel à Bruxelles, qui était une institution tenue par l'ordre des bollandistes. Là, on va dire qu'il reçoit une éducation assez complète. Ça l'amène à faire une deuxième année d'études supérieures, l'équivalence de son baccalauréat au lycée. Donc il s'engage dans une première année de formation arts et métiers en vue de devenir ingénieur. Et c'est là que la Première Guerre mondiale éclate. Il s'engage en 1917, il a à peine 17 ans. Dans ce conflit, quel parcours à partir de 1917 ? Alors le parcours, il est pas banal non plus. L'instruction militaire est évidemment celle de tout un chacun. Donc comme je vous le disais, il passe par la France, à Auvour. Il va demander à être affecté dans un régiment de cavalerie, qui sera le 5e lancier, qui était une unité assez prestigieuse. Il termine son engagement dans cette période dans le 2e lancier, en vue d'occuper la Rhénanie suite à l'armistice, jusque donc fin 1920. Alors il en réchappera. Malheureusement, son frère y restera. Absolument. Son frère est né décède 15 jours avant l'armistice. On s'imagine le contexte de l'époque, la famille qui voit parmi les 7 enfants, les 2 fils partir sur le front. Et effectivement, Jean-François, lui, est tué 15 jours avant l'armistice par un obus qu'il reçoit sur la tête. En ce qui concerne effectivement Henri Peters, lui, il terminera la guerre non sans problème, puisqu'il sera hospitalisé la moitié d'une année suite à justement une blessure, parce que même si l'armistice était intervenu, l'occupation de la Rhénanie n'était pas forcément évidente et pacifiste. L'entre-deux-guerres, les années folles, il en profitera pour se marier, avoir des enfants, travailler bien sûr, mais aussi et surtout de devenir français. Effectivement, quand il termine cet engagement à la Première Guerre mondiale, qu'il débute sa carrière professionnelle, il va faire une demande de naturalisation sur la fin des années 20, qu'il obtiendra, et elle sera d'ailleurs assez constitutive ensuite de son engagement en 1939 dans la défense du pays. Pourquoi ce goût pour la France ? On peut y voir plusieurs raisons. Déjà, il maîtrisait 2 langues, à savoir le néerlandais et le français. C'était les 2 langues qui étaient parlées dans la famille. La deuxième chose, c'est que il avait un engagement professionnel qui l'a amené à bien connaître ce pays, et il l'a été accepté. Je pense que ça a fait naître en lui certain respect de la France. Parlez-nous de son épouse. Alors son épouse était une femme assez discrète, plus effacée sans doute que lui, que j'ai connu, qui sortait d'un milieu ouvrier très modeste, très simple. Et je dirais que cette rencontre a été assez déterminante dans sa vie, puisqu'elle a accédé à un statut social bien supérieur à celui de ses parents, et qu'elle a été très heureuse, on va dire malheureusement, de la trop courte période de vie avec son époux. Voilà ce qu'on peut en dire. 1939, on repart en guerre.
c'est encore pour lui de s'investir dans ce conflit, en premier lieu sur la ligne Maginot. Absolument, alors ça débute un peu plus tôt, on est en 1927 quand il participe à la construction de la ligne Maginot et il apprend la déclaration effectivement de guerre sur cette ligne qui est évacuée rapidement. Bon, arrivent les événements qu'on connaît, l'entrée en guerre, puis le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, et c'est le moment de son engagement. Il n'accepte pas la débâcle. Le deuxième facteur qui fait que c'est le détonateur de cet engagement dans la résistance, c'est évidemment l'appel du général de Gaulle un peu plus tôt, le 18 juin. Alors, une guerre qui finalement est un petit peu à l'origine de son premier contact avec l'Auvergne. Absolument. La déclaration de guerre, pensant que les unités allemandes allaient envahir son village dans l'Aisne, il décide de prendre la route, c'est l'exode, tous les Français de cette zone-là partent en emmenant tout ce qu'ils peuvent dans l'espoir avant tout de sauver évidemment leur vie. Il faut bien s'imaginer le drame que cela a été. Et il se dirige effectivement vers l'Auvergne où une de ses filles, ma grand-mère, a rencontré celui qui sera mon grand-père, et il pense s'installer là d'une façon provisoire, plus ou moins moyen court terme. Et ce qui fait qu'il rentre chez lui, qu'il contracte cet engagement dans la résistance, c'est évidemment l'appel du général de Gaulle, et au lendemain du 18 juin 1940, il décide de retourner chez lui et de commencer à œuvrer dans la résistance. Voilà, Henri Peters qui deviendra Alex Dupont, c'est son pseudonyme pendant la résistance. Le sabotage, c'est son lot, finalement, c'est des principales missions qui lui sont confiées. Expliquez-nous ce parcours de résistant. Alors ça commence officiellement le 1er août 40. Ça c'est important parce qu'il y a eu dans l'histoire de la résistance plusieurs vagues, au début et à la fin. Je considère que c'est un résistant authentique. Ce n'est pas parce que c'est mon arrière-grand-père, mais c'est parce que la période l'exige et que les faits historiques sont là. Il commence déjà par faire passer sur la ligne de démarcation des prisonniers de guerre. Ça, c'est une opération qui est plutôt risquée. Il fait évader aussi des gens de camp. Et ensuite, effectivement, c'est une série de sabotages, de lignes téléphoniques, de canaux, de ponts, d'explosifs. C'est du renseignement d'ordre économique. Donc comme ça semble effectivement des morceaux de résistance où on se dit, est-ce qu'il y a véritablement de la bravoure? Il y a surtout avant la bravoure du danger. Et il y a surtout dans ce danger la volonté de servir les hommes et les femmes de la résistance et de la France libre. Alors juillet 1944, la résistance s'arrête pour lui, momentanément, la Gestapo l'arrête. Oui, il est arrêté effectivement le 14 juillet et la Gestapo est arrivée à parvenir à son domicile par un moyen très simple, c'est que en évacuant rapidement la ligne Maginot, il a perdu ses papiers militaires. C'est comme ça qu'au fur et à mesure de la progression et de l'avancée des Allemands et de leur prise de possession de la ligne Maginot, évidemment, les informations se sont transmises, mais il y a aussi un autre facteur déterminant, c'est qu'il a été dénoncé par quelqu'un de son village. Vous savez qui? Vous avez réussi à percer le mystère. Pour lui, direction les camps, une expérience douloureuse pour lui. On imagine, il arrive en réchappé d'ailleurs. Il est arrêté effectivement par la Gestapo de façon, on va dire, assez brutale. Il est conduit à la prison à Saint-Quentin en Yvelines, qui était le siège de la Gestapo. Il y passe 15 jours, les entretiens sont assez musclés. Comme il refuse de parler, il est transféré à Compiègne, au camp de Compiègne. Et effectivement, ici, il va se produire quelque chose d'assez assez prodigieux pour lui, puisque au bout de 3 jours... il est mobilisé, réquisitionné par les Allemands qui tiennent le camp pour réparer les voies de chemin de fer qui ont été bombardées par l'armée américaine. J'avais une petite idée sur la question puisqu'il était ingénieur BTP. Ils ont, je pense, dû se dire qu'il pouvait être utile à la question. Jusque-là, tout est logique. Il y a une centaine d'hommes, effectivement, qui sont réquisitionnés pour ces travaux. Et les Américains qui balayent toujours le ciel voient qu'il y a des présences dans la gare et supposent que ce sont les Allemands qui sont en train de réparer les premiers dégâts du bombardement. Et là, il y a une deuxième salve qui arrive et il arrive à s'évader à la faveur de ce bombardement et il parcourt 17 km ou même quasiment une vingtaine en emmenant sur son dos l'instituteur de son village qui était grièvement blessé, et de là il prend le maquis et il aidera plus tard à libérer son village début septembre 44. Alors cette expérience, ce parcours à travers les 2 guerres mondiales, la résistance va faire de lui un personnage très engagé. Dès 1944, il s'investira tout d'abord dans la reconstruction, mais aussi dans la politique locale. Oui, moi je pense que c'est effectivement ce parcours de résistant qui explique cet engagement. Et il a fait partie des premiers adhérents, des premiers fondateurs du RPF, le parti du général de Gaulle. Et il n'a d'ailleurs jamais varié sur ces convictions-là.
bien sûr. La famille Peters, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, bouge beaucoup de département en département. Comment expliquer ces chamboulements familiaux, ces changements de résidence? Effectivement, oui, c'est plus que des déménagements, c'est des vrais chamboulements. Il intègre une entreprise de travaux publics qui est spécialisée dans les ouvrages d'art, dont le siège était à Paris, qui est l'entreprise Bollard, et il va participer à la reconstruction d'un certain nombre d'ouvrages à travers la France. Donc c'est ce qui va faire qu'il va suivre ces travaux-là en tant qu'ingénieur et chef de chantier. Et puis il va faire un détour aussi dans l'Ain, à Dortan, qui est un village martyr qui a été incendié par les Allemands, qui est l'équivalent d'un village comparable au Radour-sur-Glane. Et c'est à partir de là que la famille Peters finira finalement son parcours d'installation, ses déménagements en Auvergne, pour se lancer cette fois-ci dans l'agriculture en plus. Absolument, pour aider à l'émergence de l'exploitation de son gendre et en vue de préparer sa retraite, puisque milieu des années 50, il est décédé en 54, mais quelques mois avant, il prévoyait de cesser son activité professionnelle pour profiter de cette retraite qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu pour lui. Alors s'il fallait retenir quelque chose d'essentiel de cet arrière-grand-père, quelle serait-elle? D'abord et avant tout, fidélité au pays et aux valeurs républicaines, et puis la deuxième chose, la constance dans un idéal et dans les idées. Son parcours, à votre avis, a-t-il été honoré par l'histoire? Est-ce que le livre que vous venez d'écrire participe en quelque sorte à sa reconnaissance? Il participe à sa reconnaissance, c'est évident, et il est là aussi pour montrer que toutes les familles ou les personnes qui s'intéressent à leurs ancêtres ont la possibilité de rendre hommage à leurs proches, qui ont eu tous des parcours similaires. Henri Peters, s'il n'est pas plus exceptionnel qu'un autre, il a le mérite d'avoir eu une histoire complexe comme l'était ce siècle, puisqu'on a oscillé entre guerre, paix, guerre, reconstruction à chaque fois, de 14 jusqu'à 44. C'est une invitation aussi à défendre le monde de paix et l'Europe qui a surgi suite à ces deux conflits. Donc il y a deux messages, on va dire. Cyril, vous avez laissé la plume pour la préface de votre ouvrage à un personnage qu'on connaît bien ici à RCF, le docteur Bernard Lissonde. Pourquoi ce choix pour ce livre-là? Bernard Lissonde, c'est un ami de la famille depuis longue date. Et la deuxième chose, c'est que, en sa qualité de psychologue, lui, il a fait une analyse, on va dire, du parcours de ce personnage. Il a éclairé à travers son savoir professionnel les grandes tendances de ce qu'Henri Peters était. Je pense que c'était un éclairage nécessaire à la fois sur le comportement des hommes sur ces périodes de guerre et à la fois sur le sujet du livre. Cyril Darrigade, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à Henri Peters, votre arrière-grand-père, La force d'un destin. C'est le titre de cet ouvrage. Merci, au revoir. Merci.